C'est maintenant le moment de la période des questions. Le chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première ministre. Aujourd'hui, la Première ministre a reculé sur un plan de changement climatique dangereux. Et elle a dit maintenant qu'elle ne va pas interdire le gaz naturel. À chaque fois qu'on a demandé des changements au code du bâtiment, la Première ministre n'a pas répondu clairement. Maintenant, le ministre de l'Environnement ne peut pas définir ce plan net zéro parce que, Monsieur le Président, c'est impossible de réchauffer la maison et être à net zéro, sauf si on est dans le sous-sol d'une éolienne. En sachant cela, est-ce que la Première ministre va admettre que c'est juste de leurrer les paroles pour le gaz naturel? Réponse de la Première ministre, j'étais très fier d'être avec le ministre de l'Énergie, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, du Développement économique et des Transports pour annoncer, révéler le plan d'action contre le changement climatique pour donner plus de détails pour que les gens comprennent comment on va contrer le changement climatique. Parce que de ce côté de la Chambre, la discussion ne porte pas du fait s'il faut lutter contre le changement climatique. Ça, c'est une discussion qu'on a de l'autre côté de la Chambre. De notre côté de la Chambre, nous faisons des choses contre le changement climatique pour maintenant et pour des générations à venir. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Merci. Question complémentaire. Excusez-moi. Arrêtez la pendule. Allez-y. Monsieur le Président, je reviens à la Première ministre. Les tarifs d'électricité de l'Ontario sont très élevés et beaucoup de familles sont obligées de passer au gaz naturel pour chauffer la maison. La solution de la Première ministre, c'est d'augmenter les prix du gaz naturel plus élevés que les tarifs d'électricité. Peut-être qu'on peut changer, mais le chauffage ne peut plus être au gaz naturel. En plus, la maison net zéro, selon Ressources Canada, peut coûter 150 000 $ de plus que maison normale. Interruption du président. Le député de Scarborough, le ministre de l'Énergie, à l'ordre, s'il vous plaît. Et Toby Connor aussi. Merci. Monsieur le Président, le gouvernement n'aime pas quand les faits font de l'obstruction à leur publicité. Ressources naturelles Canada dit que ça peut coûter 150 000 $ de plus pour une maison. Ma question à la Première ministre est la suivante. Où est-ce qu'elle pense que les gens vont trouver 150 000 $ additionnels? Réponse de la Première ministre. Merci, je dirais au chef de l'opposition. Où est-ce qu'on puisse trouver une autre planète où vivre? Je demande au chef de l'opposition. La réalité, c'est il faut contrer le changement climatique, lutter contre le changement climatique. S'il se retourne et demande à la collègue derrière lui, qui a été avec un groupe de 5e année à l'Université Winchester, qui étudient le changement climatique. Et ça, c'est à nous de poser des gestes au nom des propriétaires, de réduire les émissions, d'utiliser moins d'énergie, d'épargner de l'argent par des rénovations. C'est à nous de réduire la population en investissant dans les transports en commun et des mesures incitatives des véhicules électriques et d'appuyer l'industrie pour qu'elle soit concurrentielle et développer de nouvelles technologies. Merci. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, je reviens à la Première ministre. Revoyons, une nouvelle maison va coûter 150 000 $ de plus. Pour chauffer cette maison, ça va coûter 3 000 $ de plus.
Mais ne vous en faites pas. La première ministre nous assure que ces coûts vont mener à la croissance d'affaires en Ontario. Elle a tort encore une fois. L'argent généré du programme de plafonnement et d'échange va envoyer 300 millions de dollars en Californie d'ici 2020 et 3 milliards d'ici 2030. Pourquoi est-ce que la première ministre veut que la vie devienne plus difficile pour les familles et les entreprises en Ontario? Tout le monde veut lutter contre le changement climatique, mais pas payer trop. Est-ce que vous allez vous assurer que l'Ontario reste abordable? Merci. Veuillez vous asseoir. Merci. La première ministre, Monsieur le Président, le ministre de l'Énergie et d'Action en matière de changement climatique, on était à une conférence de construction verte. Il y avait des promoteurs, des compagnies de construction et des gens de partout du monde, d'Europe, des Antilles, des États-Unis, de partout, parce que c'est des constructeurs qui ont des technologies prêtes, qui essaient de trouver des endroits où il y a un cadre en place, où ils pourraient construire des maisons et des édifices efficaces du côté énergétique. Et ils sont très, très prêts à faire ce travail ici en Ontario. Quand le chef de l'opposition parle de l'idéologie qu'on lutte contre dans cette Assemblée législative, c'est qu'elle dit que le changement climatique n'est pas un problème. Faites rien, ne passez pas au geste, ne regardez pas les coûts du changement climatique. Soyez assis sur vos mains. C'est pas ce qu'on va faire. On va avancer avec un plan contre le changement climatique. Merci. Nouvelle question, le chef de l'opposition. Ma question s'adresse à la première ministre. Vu que je ne peux pas avoir une réponse du fait qu'on envoie 3 milliards de dollars en Californie, parlons de l'éducation. Dans un document du ministère de l'Éducation, on dit que le travail qu'on fait veut faire avancer une génération et la suivante. Mais ce gouvernement s'engage à aider les étudiants ontariens, les élèves ontariens. Et on a des problèmes. Il y a un arriéré de changement d'immobilisation des écoles de 15 milliards de dollars. Combien d'années est-ce que les élèves doivent apprendre et les enseignants doivent enseigner avec des écoles qui tombent en pièces? Réponse de la première ministre. Je sais que la ministre de l'Éducation va vouloir commenter. Je veux assurer quand même le député d'en face que nous avons investi. On va continuer à investir dans les remises à niveau des écoles. Il y a 1 milliard de dollars. Ça a mené à 755 nouvelles écoles et des rénovations partout dans la province. Et sur les 10 ans à venir, l'engagement à venir, 11 milliards de dollars pour aider à construire de nouvelles écoles et à faire des rénovations. Cet engagement est un engagement vrai et réel et on peut voir de ce qu'on a construit et rénové pour mesurer l'impact. 11 milliards de dollars sur les 10 ans à venir. On reconnaît que la condition des écoles est très importante et on va continuer à faire des investissements. Merci. Le leader, la whip en chef du gouvernement, alors s'il vous plaît. Question complémentaire? Je reviens à la première ministre. Ce gouvernement pense qu'un arriéré de 15 milliards de dollars de construction est acceptable et dit de belles paroles. Mais il faut écouter ce que les gens disent sur le terrain. Et il y a la coalition de réparation des écoles qui dit qu'il y a beaucoup de salles de classe où il fait 12 ou 13 degrés pendant l'hiver. C'est pas inhabituel d'avoir 30 degrés en été. Et il y a des tuiles du plafond qui ont la moisissure. C'est pas des bonnes conditions pour avoir l'apprentissage. La première ministre ne peut pas blâmer les conseils scolaires locaux. Elle était la ministre de l'Éducation avant. Pourquoi est-ce que la première ministre n'a pas vu l'état des écoles à l'époque? La ministre de l'Éducation.
Merci beaucoup et je suis très content de répondre à cette question. Vous savez, Monsieur le Président, actuellement, on a 1,5 milliard de dollars d'un programme sur 3 ans pour traiter la rénovation des écoles et la réparation des écoles. En plus de ça, on a 1,25 milliard de dollars pour des nouvelles écoles. En plus de cet argent, on a 750 millions de dollars pour le fonds de consolidation des écoles qui va aider les écoles, les conseils scolaires à la maintenir, les écoles qui sont ouvertes, vu qu'il y a d'autres fermées, et ils peuvent rénover et remplacer et renouveler des installations. On a fait beaucoup d'investissements dans les écoles en Ontario. Merci. Question complémentaire. Monsieur le Président, je reviens à la Première ministre. La ministre de l'Éducation se vante qu'ils ont 15 milliards de dollars comme problème et ils vont traiter 7 de ce problème. Et quant à ces élèves dans les écoles où il y a de la moisissure et les écoles sont délabrées, et il y a une école qui est à l'école aux toilettes et la porte est tombée sur elle. Il y a des tuiles qui sont tombées à l'école anglaise junior. Il y a l'école en mauvais état qui a besoin de 200 millions de dollars. Écoutez ce qu'un élève à l'école au Runnymede disait. Certains étudiants doivent porter le manteau d'hiver et c'est difficile à l'intérieur et c'est difficile d'apprendre. On ne peut pas avoir de vie privée dans les toilettes. Comment est-ce qu'on peut s'attendre à que les enfants apprennent s'ils sont obligés de porter des manteaux d'hiver à l'intérieur? Est-ce que la première ministre s'engage à traiter les questions d'arriérés des écoles? La ministre, merci. Je dois commenter. Si une porte doit être réparée, il faut que la personne responsable, le superviseur, la change, le concierge le change. Parlons du Conseil scolaire de Toronto. L'attribution pour l'amélioration des états des écoles, qui est basée sur l'état de chaque école, a augmenté de 4 fois. On a quadruplé le nombre de 29 millions à 112 millions. C'est une augmentation énorme et on a demandé à chaque conseil scolaire en Ontario d'utiliser les produits de vente s'ils vendent un site d'école pour faire la rénovation et réparation d'autres écoles, ce qui donne au conseil scolaire beaucoup d'argent sur lequel ils ont le contrôle. Merci. Une nouvelle question? La chef du troisième parti. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Alors, le rapport final concernant la contamination au mercure de la rivière de la Première Nation de Grassy Narrows a été publié récemment et ce sont des données qui suggèrent que malheureusement, il y a une contamination qui continue. Ce rapport est à la disposition du gouvernement depuis avril déjà. Est-ce que le gouvernement sait si cette contamination au mercure continue à l'heure actuelle à Grassy Narrows? La Première ministre. Je suis sûre que le ministre des Affaires autochtones va vouloir faire quelques commentaires à ce sujet. Mais je sais moi-même que je me suis rendue à une réunion à ce sujet avec le ministre des Affaires autochtones, le ministre de l'Environnement et le chef de Grassy Narrows. Et donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer ce chef, ainsi que certains de ses collègues. Et, Monsieur le Président, nous prenons très au sérieux les recommandations contenues dans le rapport. Nous voulons nous assurer de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour nous y conformer. Et j'ai parlé au chef de cette Première Nation et je lui ai dit très clairement que lorsque je m'étais rendue à Grassy Narrows et que j'avais discuté avec les scientifiques du mercure présent dans les sédiments de la rivière, on m'avait dit qu'il n'y avait pas de contamination continue au mercure, mais s'il y a une source quelconque de contamination continue, il faut absolument savoir où elle se trouve et bien sûr arrêter ces dommages. Merci.
Complémentaire. Alors peut-être que la Première ministre pourrait dire à cette Assemblée si le gouvernement est en train de contrôler l'état des eaux de la rivière Wabigon pour pouvoir s'assurer qu'il n'y a pas de contamination continue de ces eaux. La Première ministre, le ministre des Affaires autochtones. Merci, Monsieur le Président. Comme l'a dit la Première ministre, hier, je me suis rendue avec ma sous-ministre adjointe ainsi qu'avec le ministre de l'Environnement et la Première ministre à Grassy Narrows et nous avons rencontré les chefs et officiels de Grassy Narrows. Et donc nous avons parlé, entre autres thèmes, de la contamination au mercure de la rivière Wabigon. Et suite à cette rencontre, je me suis engagée à revenir dans la Première Nation de Grassy Narrows le 27 juin. Nous serons également accompagnés, le ministre de l'Environnement et moi, par des scientifiques spécialistes en la matière. Et le ministre de la Santé se rendra également dans cette Première Nation avec nous s'il arrive à modifier son horaire. Et donc, nous prenons ce problème très au sérieux et c'est pourquoi nous avons rencontré ces intervenants. Complémentaire final. Monsieur le Président, la Première ministre continue encore et toujours de nier l'évidence. Il y a des preuves scientifiques qui indiquent que cette rivière continue d'être contaminée au mercure. Et pendant ce temps-là, la population de Grassy Narrows continue malheureusement de tomber malade et de s'inquiéter. Il est temps d'accepter la vérité, Monsieur le Président. Il est temps de voir les choses en face. Il est temps de prendre des mesures en matière de réconciliation. Cela fait plus d'une décennie que ce gouvernement est au pouvoir. Alors quand est-ce que la Première ministre va commencer le nettoyage de cette rivière Wabigon de la Première Nation de Grassy Narrows? Rasseyez-vous, s'il vous plaît. Rasseyez-vous. Merci. Le ministre. Le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Merci, Monsieur le Président. Le rapport qui est vraiment exceptionnel que nous avons reçu parle de la nécessité d'effectuer des études sur place immédiatement. Et en plus, bien sûr, des mesures de contrôle de mon ministère portant sur le poisson et la qualité de l'eau. Et donc, j'ai rencontré, ainsi que le ministre des Affaires autochtones, les chefs locaux et nous avons présenté un plan sur 12 mois pour déterminer la source de pollution au mercure et la manière d'extraire ce mercure afin de nettoyer la rivière. Et nous avons un accord avec le chef de cette Première Nation ainsi qu'avec le ministre des Affaires autochtones. Et nous allons fournir à cette Première Nation toutes les ressources dont elle a besoin pour nettoyer les eaux de cette rivière. Merci. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Ma question s'adresse également à la Première ministre. Depuis des semaines déjà, malheureusement, la Première ministre et son gouvernement nient l'évidence de la crise en matière de soins de santé au lieu de prendre des mesures à son encontre. Il nous faut des mesures concrètes pour lutter contre cette situation de crise et non des publicités à l'avantage du gouvernement. Quand est-ce qu'elle va réparer ces hôpitaux qui ont besoin de réparation à hauteur de 3 milliards de dollars? La Première ministre, nous comprenons qu'il faut absolument que l'on investisse dans les soins de santé. C'est pourquoi nous avons attribué plus d'1 milliard de dollars à ce secteur, y compris 345 millions de dollars pour les hôpitaux. Et c'est pourquoi nous allons investir 12 milliards de dollars en 10 ans dans ce secteur. Bon, je confonds un peu les chiffres entre notre investissement dans l'éducation à hauteur de 11 milliards de dollars et celui dans les soins de santé à hauteur de 12 milliards de dollars. En tout cas, nous reconnaissons que ce sont des investissements nécessaires et c'est pourquoi nous avons attribué des fonds à ce secteur important, complémentaire. Monsieur le Président, ce gouvernement ne comprend pas du tout la situation de crise qui existe dans le système des soins de santé de notre province.
Si vous êtes hospitalisé, bien sûr, vous devez pouvoir faire confiance à ce système de soins de santé, aux infirmières et aux médecins qui sont formés en conséquence. Et j'ai parlé à une infirmière de ma circonscription qui m'a dit que malheureusement, elle s'inquiétait pour son permis d'exercice parce que elle était obligée de prodiguer des soins de tellement mauvaise qualité que cela, en fait, avait des conséquences sur sa santé psychologique. Et donc, elle a été obligée de démissionner pour des raisons d'intégrité professionnelle et personnelle. Est-ce que la Première ministre va arrêter de nier l'évidence de la situation de crise qui existe dans le système de soins de santé et fournir les fonds nécessaires à ce système pour que les patients reçoivent des soins de qualité? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Et je sais que la chef du troisième parti a rencontré cette infirmière dans les bureaux du CEFPO à North Bay. Elle ne s'est pas rendue dans un hôpital, elle ne s'en est pas donné la peine. Et elle aurait pu et elle aurait dû se rendre dans un hôpital et s'entretenir directement avec le personnel qui y travaillait, parce qu'elle aurait pu constater alors les améliorations considérables qui ont été apportées aux soins prodigués aux patients dans cette province. Le Conference Board du Canada a publié un rapport en 2015 qui indiquait que, en fait, les résultats en matière de santé étaient en augmentation et en amélioration plutôt dans notre province. Et qu'en fait, nous étions au niveau du Canada devant le Japon, devant l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis. Monsieur le Président, je pense que c'est vraiment tout à fait honteux qu'un gouvernement qui se prétend progressiste continue de faire des associations péjoratives avec les syndicats. Honte à vous, honte à vous. Il y a des hôpitaux qui ont besoin de travaux d'entretien à hauteur de 3 milliards de dollars. À l'ordre, s'il vous plaît, à l'ordre. Continuez, s'il vous plaît. Et j'ai rencontré des PDG d'hôpitaux, des administrateurs hospitaliers qui m'ont dit que malheureusement, ils avaient dû supprimer des lits à cause des compressions budgétaires effectuées par les libéraux. Et donc, en conclusion, les patients qui ont besoin de soins dans les hôpitaux ne reçoivent pas les soins dont ils ont besoin à cause des compressions des libéraux dans ce secteur. Alors, au lieu de nier cette situation, quand est-ce que la Première ministre va enfin remédier à cette situation désastreuse qu'elle a créée elle-même, le ministre? Monsieur le Président, les représentants syndicaux savent très bien à quel point nous les respectons. Nous rencontrons de manière régulière les syndicats, mais c'est intéressant que la chef du troisième parti prétende que 300 Le ministre, lorsque la chef du troisième parti prétend que plus de 300 infirmières ont perdu leur emploi à l'hôpital de North Bay, c'est ridicule parce que depuis la fusion en 2011, il n'y a eu que 21 licenciements et elle prétend également que 1400 infirmières ont perdu leur emploi l'année dernière, mais la réalité est tout autre. Nous avons créé 3000 nouveaux emplois nets et c'est ce qu'a dit également l'Association des infirmières de l'Ontario. Le député de Renfrew à l'ordre. Deuxième fois. Nouvelle question. Le député de Leeds-Grenfell. Merci. Ma question s'adresse à la Première ministre. Ce matin, la vérificatrice générale a présenté et rendu son rapport final concernant les Jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015. Et donc, elle a confirmé ce que tout le monde pensait. Ce sont des Jeux qui
n'ont pas eu lieu dans le cadre des délais et du budget imparti. Et elle a dit que le gouvernement ontarien avait en fait apporté une contribution financière supérieure à ce qui était prévu. 304 millions de dollars ou 61% de plus que prévu. Elle a également dit que malheureusement, il y avait eu de nombreux dysfonctionnements dans le cadre du processus d'organisation des projets. Et donc, c'est intéressant parce que le gouvernement aurait pu empêcher cela. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne l'a pas fait? Le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais profiter de cette occasion pour remercier la vérificatrice générale de son rapport et remercier le député d'en face pour sa question. À la toute première page de son rapport, la vérificatrice générale dit la chose suivante. Les Ontariens peuvent être fiers du fait que les Jeux panaméricains de 2015 se soient déroulés sans anicroche. Et ce qu'elle dit par la suite, c'est que ce sont des Jeux qui vraiment ont laissé derrière eux un héritage sportif et culturel sans précédent pour le grand public et les sportifs de cette province. Ce qu'elle dit également dans son rapport, c'est que ces Jeux, et je le cite, ont été loués par les associations compétentes américaines pour leur bon déroulement. Et donc vraiment, c'est très important de le souligner. Ce sont des projets qui vraiment sont à l'avantage du grand public à l'heure actuelle. Et nous sommes très, très fiers du déroulement de ces Jeux. Rasseyez-vous, s'il vous plaît, rasseyez-vous. Merci. Complémentaire. Le rapport dit clairement qu'il y a eu 61% d'investissements supplémentaires, plus de 304 millions de dollars au total. Et donc, j'ai demandé en septembre au ministre de geler tous les versements avant la publication de ce rapport. Et le ministre a prétendu que ce seraient les Jeux les plus transparents de l'histoire de notre pays. Et malgré ce vœu pieux de transparence, eh bien, la vérificatrice générale a peiné à obtenir les renseignements dont elle avait besoin pour rendre son rapport. Alors, c'est intéressant parce que, par exemple, les disques durs du gouvernement n'étaient pas du tout accessibles. Alors, c'est intéressant lorsqu'on voit le bilan de ce gouvernement en matière d'ouverture et de transparence. Alors, quelles sont les primes qui ont été payées aux officiels de ces Jeux? Réponse. Je suis tout à fait fière de l'héritage de ces Jeux panaméricains et parapanaméricains. Et je pense que vraiment, ça a vraiment été des Jeux formidables. Nous avons fait augmenter le nombre de bénévoles qui ont été formés à l'occasion de ces Jeux. Et il y a un nouveau site web, justement, de jumelage des volontaires qui a été créé à l'occasion de ces Jeux et qui continue d'exister dans notre province. Il y a également eu ce programme destiné aux enfants dans le cadre des Jeux et ceci a vraiment aidé les enfants à participer à toutes sortes de sports et les a motivés à se rendre dans plus de 4250 sites pour se livrer à différentes activités sportives. Nous avons également créé un réseau de sentiers qui est tout à fait impressionnant, donc de Windsor à Ottawa jusqu'à North Bay. Nous sommes très, très fiers pour notre part de ces Jeux. Rasseyez-vous, s'il vous plaît. Arrêtez la pendule. Rasseyez-vous. Nouvelle question, le député de Toronto-Danforth. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Alors aujourd'hui, le plan du gouvernement en matière de changement climatique a finalement été publié, enfin. C'est un plan qui s'est bien trop fait attendre et dont nous avons besoin depuis bien longtemps déjà. Et donc, il faut que ce soit un plan qui soit équitable
efficace et transparent pour que le grand public le soutienne. Et les collectivités du nord de l'Ontario, malheureusement, vont être désavantagées par ce plan. C'est un plan qui va leur coûter des revenus et on devra absolument leur prodiguer de l'aide. Et malheureusement, ce plan ne prévoit pas vraiment beaucoup d'aide pour ces collectivités. Pourquoi est-ce que ce plan d'action n'offre pas plus de soutien à ces collectivités éloignées, rurales et à bas revenus? Le ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'aimerais remercier le député d'en face pour sa question et pour son travail acharné concernant ce projet de loi, parce que vraiment, c'est une bonne chose que d'entendre le porte-parole d'un parti de l'opposition me dire à moi en tant que ministre qu'il faudrait en faire plus. Donc, nous avons à peu près 1 milliard de dollars et même plus d'investissements pour soutenir justement le secteur du logement et du logement abordable en particulier. Et donc, je pense que les économies que nous allons réaliser sont de l'ordre de 800 à 1 300 dollars dans ce domaine, dans le Nord. Nous comprenons que les gens du Nord n'ont pas toutes les possibilités qui existent dans le sud de l'Ontario. Et c'est pourquoi nous allons attribuer des fonds supplémentaires à ces régions, parce que nous savons qu'ils ont moins de possibilités en matière, par exemple, de transport en commun ou d'énergie complémentaire. Monsieur le Président, le NPD a proposé de suivre l'exemple de la Californie, qui attribue au moins 25% des revenus du programme de plafonnement et d'échange des émissions à l'aide aux collectivités désavantagées par ce plan. Et malheureusement, malgré ce que vous dites, Monsieur le ministre, nous n'avons pas vu un tel niveau de soutien à ces collectivités du Nord. Et donc, les gens du Nord se verront attribuer à peu près de 1 à 4 millions de dollars pour le remplacement de leur chauffage au bois. Donc, comment est-ce qu'on peut présenter les choses de cette manière alors qu'on soutient à peine ces foyers du Nord? Merci beaucoup. Je suis tout à fait heureux d'entendre cette question et le député fait référence à la page 67 du plan. Et donc, il s'agit des poêles à bois qui sont cités dans ce plan. Il s'agit d'un Ontario uni et solidaire. Et donc, nous attribuons de 500 à 600 millions de dollars aux rénovations domiciliaires et des systèmes énergétiques existants. Et nous avons également une incitation justement de diminution des émissions carboniques à hauteur de 180 à 220 millions de dollars. Et donc, vous parlez de l'exemple de la Californie, mais nous essayons d'être équitables nous-mêmes. Les gens du Nord sont admissibles à recevoir ces fonds. Nous sommes en train de travailler avec les municipalités du Nord et nous allons continuer de travailler avec ces municipalités afin de soutenir leurs programmes existants et peut-être y ajouter d'autres programmes. Merci, Monsieur le Président. Je m'adresse au ministre du Développement du Nord et des Mines. Monsieur le Président, plusieurs commettants sont actifs dans l'exploration minière. Les compagnies qui font de l'exploration minière traversent un cycle essentiel pour le succès de l'industrie minière que le gouvernement appuie leur développement, Monsieur le Président. Alors, le mois dernier, Monsieur le Président, j'ai demandé au ministre qu'il en était du projet d'aide à l'exploration mineure. Et puis, donc, qu'est-ce que le gouvernement fait pour appuyer cette initiative? Je comprends que cette initiative a été fermée et le financement a été interrompu. Alors, Monsieur le Président, donc, est-ce que le ministre peut mettre à jour sur cette initiative et comment le gouvernement appuie l'exploration minière en Ontario? Merci, ministre du Développement des Mines et du Nord. Alors, merci à la question du député de Sudbury. Il est fait toujours très attention à ce secteur minier. Bien sûr, nous comprenons l'importance du secteur minier et c'est essentiel à notre prospérité future. Voilà pourquoi en décembre dernier, nous avons annoncé 5 millions de dollars pour le patrimoine dans cette nouvelle exploration. Cette initiative qui a été offerte par l'Association de prospecteurs et pour des jeunes compagnies
compagnies minières pour faire de l'exploration dans le nord de l'Ontario. Nous savions que c'était opportun d'appuyer cela. Je suis heureux qu'après avoir suivi le premier cycle des formules de demande, que je suis heureux d'annoncer que nous appuyons 32 projets dans 25 différentes compagnies pour investir 2,27 millions de dollars pour les initiatives d'exploration. Et aussi, je dois ajouter que l'Association des prospecteurs ont lancé un deuxième cycle de formules de demande et ce sera jusqu'à la fin août. Complémentaire. Alors, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, et aussi, je veux remercier le ministre de cette réponse. Je sais que c'est encourageant de voir que le gouvernement appuie le secteur minier et l'exploration en Ontario, Monsieur le Président. Et comme le ministère le sait, l'industrie minière en Ontario appuie 26 000 emplois directs et plus de 50 000 emplois indirects. Il est important de noter, Monsieur le Président, que c'est le plus grand employeur de secteur privé d'Autochtones au Canada. Alors, Monsieur le Président, en plus d'appuyer l'exploration minière et les projets, le programme d'aide aux jeunes compagnies minières et aussi l'association offre des ressources aussi aux Autochtones qui sont intéressés à devenir des prospecteurs. Alors, Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut nous en dire davantage sur le programme de formation de prospecteurs et comment cela va aider à faire grandir l'industrie de prospection dans le nord de l'Ontario? Merci, alors, ministre. Alors, merci encore. C'est une excellente question. Nous avons besoin d'un plus grand nombre de prospecteurs dans le nord de l'Ontario. Un peu plus tard, l'Association des prospecteurs de l'Ontario va être engagée dans cette nouvelle initiative à faire la formation de nouveaux prospecteurs à travers le nord de l'Ontario. On travaille en partenaire avec l'OPA pour offrir des cours de formation de 5 jours aux membres du public qui sont intéressés à en savoir davantage sur la prospection et peut-être devenir prospecteurs eux-mêmes. Ceci appuie notre stratégie de développement minier et aussi est engagé à former, à éduquer et recruter et à maintenir une équipe de travailleurs en prospection. Nous allons travailler avec des scientifiques du sondage géologique de l'Ontario. Les gens formés vont développer des compétences comme l'identification des minerais, des rocs et aussi des cartes géologiques pour les appuyer dans cette entreprise. Alors aussi, le programme de JEEP dont on a parlé va appuyer le programme minier et qui sera durable. Alors, député de Hastings, alors je m'adresse au à la ministre de l'Éducation. Madame la ministre, alors 2 jours avant qu'ils aient avisé le processus de consultation qui a commencé pour la démonstration dans des écoles, le gouvernement a eu une rencontre secrète sur l'avenir des écoles de démonstration. Alors, j'ai quelques questions maintenant ici. Est-ce que le ministre peut confirmer que cette rencontre a eu lieu le 21 février, oui ou non? Ou est-ce que le seul article à l'ordre du jour pour cette rencontre, c'était une sortie de fermer les écoles de démonstration en juin 2017, oui ou non? Et si c'était vraiment des choses qui se sont produites, pourquoi est-ce que le gouvernement va dépenser 1,8 million de dollars sur un processus de consultation alors que la décision a déjà été prise de fermer ces écoles en juin de 2017? Merci, ministre de l'Éducation. Alors, la raison pour laquelle nous aurions un processus de consultation est bien sûr qu'aucune décision n'a été prise. Donc, nous avons fait des consultations. Nous avons reconnu, bien sûr, qu'il y a des problèmes concernant les inscriptions dans nos écoles pour les sourds et aussi pour des enfants qui ont des problèmes d'apprentissage qui sont desservis par les écoles de démonstration, il y a environ 160 enfants par année qui peuvent recevoir ce programme à travers l'Ontario. C'est offert pour les enfants qui ont des graves problèmes d'apprentissage. Mais est-ce qu'il y a des décisions qui ont été prises avant les consultations? Absolument pas. Alors, voilà pourquoi nous avons eu des consultations complémentaires. Alors, Monsieur le Président, pour revenir à la ministre, alors ce plan du gouvernement, ou enfin l'absence de plan, a entraîné le chaos pour ces étudiants. Et aussi la même chose pour les parents, la même chose pour les employés. Et voilà pourquoi donc ils se rassemblent à l'extérieur des écoles à Belleville, Milton, et London et Ottawa dans ces écoles provinciales. Le gel de les inscriptions pendant la tenue des consultations a forcé ses parents et ils sont vraiment entre deux chaises et ne savent pas donc si leurs enfants vont être acceptés, donc ils ne
peuvent pas dire à leur conseil scolaire s'ils vont avoir à traiter avec les enfants qui ont des difficiles, des problèmes graves d'apprentissage. Alors, donc, les écoles qui coupent des millions de dollars dans l'éducation spéciale et les conseils scolaires n'ont pas de place pour eux. Si la première ministre ne met pas à la porte la ministre de l'Éducation, ne rend pas service à toute la population ontarienne. Donc, vraiment, ces enfants ont besoin les gens qui ont le plus besoin des services scolaires ne devraient pas être mis dans cette situation difficile. Alors, Monsieur le Président, le député sait très bien que le processus d'inscription pour les étudiants qui veulent fréquenter les écoles de démonstration, il y a aussi donc il y a un processus à suivre et c'est la même chose. Les inscriptions se font chaque année et comme je viens de le mentionner, il y a 160 places pour les enfants dans les écoles de démonstration à travers la province. Alors, donc, il y a un processus d'inscription qui se poursuit chaque année où les enfants ne savent pas jusqu'au printemps à savoir s'ils seront l'un des enfants qui seront acceptés. Ce qui m'inquiète, c'est que nous avons des étudiants à travers la province qui ont des graves problèmes d'apprentissage qui vraiment n'ont pas les programmes sophistiqués disponibles qui sont en fait disponibles dans les écoles de démonstration et on ne pense pas que vous devriez. Merci. Nouvelle question. Le député de Hamilton East, je m'adresse à la première ministre. Alors, donc, vous savez, le vérificatrice générale a révélé que les Jeux panaméricains ont dépassé leur budget. C'était de 500 millions de dollars le coût jusqu'à maintenant et 804 millions de dollars et ça continue de monter. Alors, c'est 61 qui ont dépassé le budget. Alors, c'est presque au niveau de l'assurance emploi et puis les gaspillages d'orange. Alors, mais il y a 7 mois, la première ministre a eu l'audace de déclarer que les Jeux panaméricains étaient en deçà du budget. Monsieur le Président, si c'était on ne peut pas faire confiance, même l'arithmétique très simple dans ce gouvernement. Qu'est-ce que le premier ministre va faire pour tenir les gens imputables d'avoir gaspillé 300 millions de dollars et plus d'argent des contribuables de la province? Alors, ministre du Tourisme et des Sports. Merci, Monsieur le Président. Et encore là, donc, je veux remercier le député pour cette question. Alors, Monsieur le Président, donc, en 2009, il y a eu donc un livre de projet de 242 millions de dollars. Tout le montant, enfin, c'était 47 millions de dollars en deçà du budget. On a fait le rapport dans le dernier briefing technique. Monsieur le Président, la vérificatrice générale a souligné que les Jeux ont eu tellement de succès que l'attention publique pour les Jeux ont augmenté à mesure que les Canadiens ont continué de gagner des médailles. La CBC diffuserait et a étendu sa diffusion télévisée 3 fois pour répondre à la demande, Monsieur le Président. Alors donc voilà, c'était pas une fois, 2 fois, mais c'était à chaque fois. Et la raison, c'était que ces Jeux-là ont été, les Jeux panaméricains et panaméricains étaient les mieux réussis dans l'histoire de ces Jeux complémentaires. Monsieur le Président, donc si je fais l'inflation du sujet, je gonfle le prix et je peux tomber en deçà du budget. C'est l'incompétence ici que je veux souligner. Alors, laissez-moi citer le rapport. L'autre partenaire de financement pour les Jeux panaméricains et le gouvernement fédéral, les municipalités et les universités ont au total contribué 96 de leur engagement de 2009. Alors, tout le monde est tombé en deçà du budget, mais le gouvernement donc a dépassé de 62 Comment est-ce que le premier ministre a pu excuser ceci? Et pour rendre les choses encore pires, c'est la pièce de résistance. Le conseil d'administration de 2015 d'accorder des bonus complets, même si les chiffres provisoires n'étaient pas entrés et ils savaient très bien qu'ils avaient dépassé le budget d'exploitation. Pourquoi est-ce que le premier ministre a autorisé certains des gens les mieux préparés, les mieux payés sur la liste de soleil, alors qu'en 2015, qu'ils avaient dépassé le budget? Et merci.
Monsieur le ministre. Alors, merci, Monsieur le Président. Le rapport de la vérificatrice générale souligne que l'administration des Jeux, c'était ce qu'il y avait de mieux et que le modèle de gouvernance était un bon modèle pour les projets multidisciplinaires et que la gouvernance, la vérificatrice générale, que les Jeux TO 2015 a dépassé ses cibles de financement de 29 et aussi a dit que la vaste majorité des projets d'infrastructure, Monsieur le Président, sont arrivés à budget ou en deçà de budget. Tout le monde sait très bien que les Jeux ont été un succès très important et ça fait augmenter notre PIB de 3,27 millions de dollars avec 26 000 emplois et tout un héritage dont nous sommes tous fiers, monsieur. Alors, député de Hamilton East, Stoney Creek, à l'ordre. Une nouvelle question pour le député de Barrie. Merci, Monsieur le Président. Alors, je m'adresse au ministre responsable pour les questions pour la condition féminine. Alors, donc, le mois de mai, c'est pour empêcher les voies de fait sexuelles sur les femmes. Et nous savons que les voies de fait sexuelles ont des conséquences dévastatrices pour les victimes. Et on ne pense pas qu'on devrait tolérer la violence sexuelle devrait être tolérée en Ontario nulle part ailleurs. Il est important d'appuyer les survivants et de travailler pour changer les comportements et les attitudes qui mènent à une telle violence. Ceci veut dire de changer la conversation et d'engager les Ontariens dans une discussion concernant la violence sexuelle et comment la prévenir et aussi comment inspirer des changements de comportement. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire, Madame la ministre, pouvez-vous nous dire comment vous allez mener cette discussion? Merci, Madame la ministre. Alors, merci. Je veux remercier la députée de Barrie pour cette importante question. Et bien sûr, il s'agit d'une question vraiment très importante et nous devons tous travailler ensemble pour trouver une solution. Alors bien sûr, c'est jamais OK pour ce slogan que nous avons lancé l'an dernier, établir un engagement, aussi un fonds d'engagement créatif, aussi 1,25 million de dollars pour 3 ans pour appuyer des projets de sensibilisation et engendrer la discussion pour mettre fin au harcèlement sexuel et la violence. Ceci inclut des projets comme les arts de la scène, la photographie et les murales, aussi de l'art traditionnel autochtone. Les artistes et les organisations artistiques sont partenaires pour les organisations, avec les organisations de prévention, pour s'assurer que les projets sont inspirés des survivants et des gens qui travaillent étroitement avec eux. Ces projets vont donc engendrer la conversation et travailler à engager tous les Ontariens dans la discussion pour mettre fin à la violence sexuelle. Merci. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Alors, donc, merci à la ministre. Je suis heureuse de voir que nous appuyons les survivants. Ceci, donc, correspond à la stratégie et pour la prévention. Et c'est jamais OK. Elles sont établies que nous avons plusieurs méthodes pour répandre l'information et engendrer de nouvelles idées sur la façon dont on peut mettre fin à la violence sexuelle. Je suis curieuse de voir comment ces efforts sont en train de faire une différence. Je comprends que récemment, les premiers récipiendaires de ce fonds d'engagement ont été annoncés après un processus compétitif. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut nous parler de ces premiers lauréats, de ces premiers récipiendaires du plan d'action, du financement et comment cela contribue? Merci, Monsieur le Président. Merci à la députée. Alors, donc, la semaine dernière, le mois dernier, en fait, Monsieur le Président, nous avons annoncé les 11 récipients pour le fonds d'engagement créatif comme pour cette trait de la culture, les qualités, l'équité des genres et de changement des attitudes qui causent la violence sexuelle. Je suis impatiente de voir le résultat de leur travail dans l'avenir. Et comme mentionné, le plan d'action aussi établi, un fonds d'innovation, c'est 3 millions de dollars avec l'intention d'offrir aux organisations les moyens de créer des projets pilotes, comme par exemple des programmes peut-être d'emploi, des unités de soutien et aussi des méthodes d'intervention bilingue. Cette année, nous appuyons 7 projets à travers la province. Ce sont des projets d'encadrement de fermes intégrées pour offrir de l'emploi flexible pour les survivants et aussi pour offrir des services de soutien pour les femmes immigrantes francophones dans le développement d'outils et pour les outils pour survivre.
député de Wellington-Halton Hills. Monsieur le Président, je m'adresse au ministre des Transports. Alors, le ministre va s'en rappeler, le 20 janvier, la ville de Halton Hills, et Gary Carr, je l'ai rencontré pour discuter des questions de transport dans la ville de Halton Hills. À ce moment, le ministre a indiqué que, alors que le Grand Toronto, la question du corridor avait été avait été interrompue. Et ça fait 5 mois maintenant. Alors, quand est-ce que ça veut dire qu'on va reprendre le dialogue bientôt? Alors, les études de corridor ont un impact sur la ville de Halton Hills pour planifier dans l'avenir. Notre comté s'était opposé à cette initiative et on veut savoir où est-ce qu'on s'en va. Est-ce que le ministre va nous expliquer le retard et aussi de nous parler de qu'est-ce qu'il va faire et quelle sera l'annonce publique de ce qui va se produire ensuite? Merci, Monsieur le Président. Je me remercie. La question du député de Halton Hills. Je me souviens de cette rencontre avec le partenaire des municipalités. C'était une excellente réunion. En fait, pas la première réunion que j'ai eu le privilège de participer. Et je me rappelle aussi que le député est bien sûr un défenseur de sa communauté ici. Je me souviens lorsque nous avons mis la pause sur ce projet d'environnement, d'évaluation environnementale. C'est le projet qui a commencé il y a 10 ans. Et je pense qu'on va reconnaître ici que le monde du transport et des planifications de transport a énormément changé au cours de la dernière décennie. Et je soupçonne que ça va continuer de changer et d'être transformé au cours des prochaines années et des prochaines décennies, Monsieur le Président. Alors, dès que nous aurons complété la révision qui a lieu maintenant, nous allons donner une mise à jour publique. Merci beaucoup. Complémentaire. Alors, à la rencontre du 20 janvier, nous avons aussi discuté le besoin de trouver des solutions pour la circulation des camions. Il y a plusieurs préoccupations qui ont été exprimées par le conseil municipal et des résidents avec la circulation des camions qui augmente dans Halton et aussi à Georgetown. Je partage ces préoccupations. J'ai déposé une résolution l'automne dernier pour attirer l'attention sur ce problème. C'est toujours en attente. La ville de Halton Hills a offert d'être en partenariat sur une étude sur ces questions et de trouver une solution à long terme. La ville a même offert de payer la moitié du coût. Alors, est-ce que le ministre va s'engager d'être partenaire avec Halton Hills et de travailler avec nous pour trouver une solution à long terme? Merci, Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je remercie aussi le député pour sa question complémentaire. Je suis toujours heureux et le ministère du Transport est toujours très heureux de travailler avec les membres de tous les côtés de la Chambre et nos partenaires municipaux pour trouver des solutions appropriées pour les défis auxquels nous sommes face. Nous avons toujours des discussions justement sur la demande de soutien de Halton Hills et bien sûr, dès que nous aurons une mise à jour concernant cet article, j'arrête de partager maintenant que j'ai l'occasion de le faire. Je veux féliciter le député et aussi les députés de Guelph et de Hamilton et aussi parce qu'il y a quelques semaines, nous avons approuvé le contournement de Morriston. Alors, merci beaucoup. Député d'Oshawa. Alors, merci. Je m'adresse à la ministre de l'Éducation. Le gouvernement continue de refuser aux étudiants en autisme une thérapie essentielle et aussi en réduisant les travailleurs de première ligne pour aider les étudiants à réussir. Alors, les gens sont préoccupés par ces conseils scolaires sont forcés d'éliminer 56 adjoints à l'éducation. Le gouvernement a coupé presque 500 000 $ qui empire les choses. Et à Windsor, le conseil public continue d'avoir un manque dans le financement de l'éducation. Les coupures à l'éducation ont amené les conseils scolaires en difficulté pour combler les écarts dans les prestations de services. Est-ce que le ministre de l'Éducation admettre que forcer les conseils scolaires de prendre des décisions en fonction des dollars et des déficits, est-ce que ça laisse les enfants avec des besoins spéciaux et les laisse pour compte? Oui, merci beaucoup de cette question. Je suis heureux de répondre aux questions concernant le financement pour les conseils scolaires, mais je pense qu'il nous faut nous concentrer sur la question, sur les faits. Alors, comme par exemple dans le conseil scolaire pour Windsor-Essex, pour le Greater Essex School Board. Les inscriptions sont en chute et selon les calculs, ils ont 700 000 $ de baisse parce que les inscriptions sont en baisse. Selon les propres calculs du conseil scolaire, ils ont 6 000
espace inutilisé. Ça veut dire 6 000 places. Ça leur coûte 6 millions de dollars par année pour maintenir ces 6 000 sièges inutilisés. Alors, donc, l'idée est que nous couper du financement, ce n'est pas vrai. La vérité, c'est ce qui est tombé, ce sont les inscriptions. Merci, complémentaire. Alors, pour revenir à la ministre de l'Éducation, alors les familles ontariennes savent très bien que lorsque 8 millions de dollars sont coupés de l'éducation pour les enfants en besoins spéciaux, du conseil scolaire, 1 milliard de dollars et qui n'est pas utilisé au cours des 3 dernières années, leurs enfants ne sont pas une priorité. Et aussi, dans Upper Grant, le conseil scolaire, plus de 500 000 dollars de coupures, ça veut dire que la durée où les adjoints à l'éducation, le temps qu'ils peuvent passer va être réduit. Dans Halton, l'impact cumulatif pour les coupures, c'est 18,5 millions de dollars sur 4 ans. Et peut-être que le ministre peut se concentrer sur les faits, c'est de les manipuler. En septembre, ça s'en vient. Des milliers d'étudiants avec l'autisme vont entrer dans les écoles et qui n'ont pas les ressources voulues pour répondre à leurs besoins. Monsieur le Président, pourquoi est-ce que le gouvernement est en train d'équilibrer le budget sur le dos des enfants avec besoins spéciaux? La ministre. Alors, parlons un petit peu du financement en matière d'éducation spécialisée. Depuis 2003, nous avons augmenté notre financement dans ce domaine de 70 %. Nous en étions à 1,14 milliard et nous sommes maintenant passés à 2,76 milliards de dollars en matière de financement dans ce domaine. C'est un financement qui a augmenté de manière absolument exceptionnelle et rapide. Elle parle du conseil scolaire catholique, mais c'est un conseil scolaire qui a vu son budget augmenter de 3,3 millions de dollars grâce à notre financement attribué à l'éducation spécialisée. Et donc, ces allégations concernant nos compressions prétendues à ce secteur sont tout à fait fallacieuses. Nous avons également un programme appelé Connexion. Il s'agit d'effectuer la transition sans anicroche des enfants autistes de leur programme de ICI à la scolarisation. Merci. Et la députée de Scarborough-Agincourt pour une nouvelle question. Ma question s'adresse au ministre délégué aux affaires des personnes âgées. En juin, il y a de nombreuses cérémonies organisées dans toute la province pour reconnaître la contribution précieuse des personnes âgées à notre province. Ce sont des personnes qui ont beaucoup d'expérience, d'expertise, de compétences et d'énergie. Et donc, de nombreuses personnes âgées de ma circonscription ont pris part à de telles manifestations. Il s'agissait par exemple d'associations telles que la Maple Leaf Seniors Association qui permettent à ces personnes âgées de mener une vie active et saine. Est-ce que le ministre délégué aux affaires des personnes âgées pourrait nous donner davantage de détails en matière de programme de soutien aux personnes âgées en juin? Le ministre. C'est tellement intéressant d'entendre la députée de Scarborough-Agincourt parler avec passion des personnes âgées de sa circonscription. Et je pense que c'est un enthousiasme qui est partagé par bien des députés ici. Donc, juin 2016 marque la 32e célébration du mois des personnes âgées en Ontario. Et c'est très intéressant et très important également de reconnaître la contribution importante qu'apportent les personnes âgées au développement de notre province. Les personnes âgées ont approuvé notre plan d'activité de manifestation en leur honneur au mois de juin. Et le mois de juin est donc consacré à la célébration de ces personnes âgées. Il y a des centaines d'activités organisées dans toute la province en célébration de ce mois des personnes âgées. Et je suis vraiment heureuse d'entendre que la députée de Scarborough-Agincourt ait prévu de célébrer ce mois dans sa circonscription. Merci. Complémentaire. Merci au ministre pour sa réponse et pour le travail du secrétariat responsable des affaires des personnes âgées dans cette province. Et c'est vraiment quelque chose
de très important pour notre société. Il faut que ce soit une société inclusive, une société qui ne monte pas les générations les unes contre les autres. Et comme l'a dit le ministre, je vais prendre part à de nombreuses manifestations en l'honneur des personnes âgées dans ma circonscription. Je vais par exemple participer à l'inauguration du centre rénové qui, depuis bien longtemps déjà, dessert les personnes âgées de ma circonscription. Et vraiment, j'aimerais rendre hommage aux organismes qui permettent aux personnes âgées de ma circonscription de vivre une vie active. Alors, quels sont les programmes de financement de ces groupes communautaires en la matière, Monsieur le ministre? Le ministre. Merci. J'aimerais remercier la députée de Scarborough-Aging Court encore une fois pour sa question. Mais j'aimerais vraiment rendre hommage à l'engagement de la Première ministre, à rendre hommage à nos personnes âgées et à les respecter, et donc à leur fournir ces services dont elles ont besoin. Et je peux vous dire que c'est à peu près 700 demandes qui nous ont été présentées par des groupes communautaires en soutien aux personnes âgées cette année. Et je peux vous dire que les organismes d'aide aux personnes âgées ont répondu à l'appel de notre programme et il y a plus de 544 programmes qui sont donc mis en place dans notre province pour les personnes âgées. Et il va y avoir des célébrations dans toute la province et j'espère que tous les députés prendront le temps de participer à ces célébrations. Nouvelle question, la députée de Thornhill. Merci. Cette question s'adresse à la Première ministre. La semaine dernière, la Première ministre a dit qu'elle voulait prendre des mesures pour lutter contre le mouvement BDS qui vise à boycotter la seule démocratie de la région, c'est-à-dire Israël. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui doit être fait. Il faut absolument s'assurer, a dit un gouverneur américain, qu'il fallait que les gens qui comptent boycotter Israël fassent eux-mêmes l'objet d'un boycott. La Première ministre a le pouvoir d'arrêter cette discrimination. Va-t-elle en faire usage? Merci. J'aimerais absolument corriger la députée d'en face. Je n'ai jamais dit que nous allions adopter un projet de loi en la matière. Notre gouvernement soutient Israël. Nous avons toujours été des partisans d'Israël et nous le serons toujours. Et c'est pourquoi je me suis rendue dans ce pays. Et je me suis rendue donc au Moyen-Orient, en Israël, et j'ai dit que, bien sûr, la position du mouvement BDS ne représentait pas la position de notre gouvernement. Et c'est inacceptable que des parents, des élèves ou des étudiants se sentent en danger, où qu'ils soient dans leurs écoles, universités ou dans leur collectivité. Et donc notre gouvernement, bien sûr, ne soutiendra jamais un climat d'hostilité ou de peur dans cette province. C'est pourquoi nous avons mis en place la Direction générale de l'action contre le racisme et nous avons dit très clairement quelle était notre position en la matière et j'aimerais reconfirmer notre position. La période des questions a maintenant pris fin. Il n'y a pas de vote remis. La séance est donc suspendue jusqu'à 3 heures cet après-midi.